L'idée, c'est d'abord de vous présenter le tarot dans ses généralités. Après, c'est de vous parler du tarot un peu dans sa dimension vibratoire, qui est, en tout cas, moi, ma façon d'aborder le tarot. Et puis, en toute fin de conférence, je vous présenterai la formation que je propose autour du thème du tarot. Comment essayer de l'aborder et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre vie. Et donc, juste avant de commencer, je voudrais savoir qui a touché au tarot, qui a déjà des connaissances autour du tarot. N'ayez pas peur. Hein. Ça fait 3. Super. 4. Personne, vous n'avez aucune notion de ce que c'est que le tarot? Parce qu'en fait, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu parler du tarot. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir, ça représente quoi pour vous le tarot? Quand on vous dit tarot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, art divinatoire? Ok. Présent, passé, avenir. Ouais, art divin. Ouais, ok. Présent, passé, avenir. Ok, il y a d'autres choses? Symbole. Figure? Futur? Non. Ouais. Énergie. Là, on progresse, énergie. Il y a d'autres choses? Arcane? Ok. Les chiffres, j'ai entendu? Ouais. Ok. Figure, c'est ce que je veux. Ok. Savoir ancestral. Ouais. Ok. C'est-à-dire l'univers. L'univers? Ok. Les clés, j'allais dire. Les clés pour la connaissance de soi, les clés de connaissance. Ok. Connexion. On va marquer ça, connexion. Donc c'est intéressant de voir que même si vous n'y connaissez rien, vous avez déjà tous une idée, vous arrivez avec des a priori, des préjugés ou déjà une idée de ce que c'est que le tarot. Donc on va commencer, pas par tout démonter, parce que c'est pas le but du jeu, on va juste essayer de replacer dans l'ordre comment s'est construit le tarot. Aujourd'hui, à notre époque, quand on parle, donc en 2019, quand on parle de tarot, les premiers mots qui apparaissent, c'est ça. C'est voir dans l'avenir, c'est tirer les cartes, faire de la voyance, savoir mon passé pour mieux connaître mon avenir, etc., etc. Et si je vous disais que cet aspect-là du tarot, ça fait que 200 ans qu'il existe, alors que le tarot est beaucoup plus vieux que ça. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la présentation. Est-ce que vous connaissez l'origine du tarot?
Personne ne veut prendre de risque. Vous n'avez aucune idée. Donc vous savez que le tarot c'est des dessins avec des noms et donc des personnages, des chiffres. Donc le plus connu c'est le tarot de Marseille, c'est celui que je vais parler ce soir, on va s'appuyer, en sachant qu'il y en a plein d'autres. Mais qui a dessiné le tarot? C'est l'origine persane. Donc les Perses à ma gauche. Les Égyptiens. Les Égyptiens. Les Indiens. En fait, c'est un regroupement de connaissances du monde. Ouais. Bien celtique, chrétienne, chinoise, égyptienne. Donc ils sont tous mis ensemble, ils ont dessiné. Ouais. Moi, quand j'ai abordé le tarot, je l'ai abordé un petit peu comme vous en parlez au départ, c'est-à-dire comme un art divinatoire. Et étant de formation scientifique, j'avais un peu de mal avec la notion d'art divinatoire. Donc j'ai plutôt commencé ma découverte dans l'univers holistique par la numérologie et l'astrologie, qui sont plus mathématiques. Donc pour moi, ça me rassurait, c'était plus logique. Et encore une fois, le tarot, il y avait trop l'idée d'aléatoire. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du tarot différemment. Il ne m'a absolument pas parlé de notion de divination, il m'a parlé de symbole, de notion de symbolisme. Là, je me suis dit déjà, ça me parle plus. Donc quand il m'a parlé de symbole, il m'a présenté le tarot. Et il m'a parlé également de ma date de naissance à l'intérieur du tarot. Je dis là, je m'intéresse encore plus. Et quand il m'a montré tout ce qu'on pouvait voir à l'intérieur du tarot, sans jamais me parler de divination, je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille voir aussi de ce côté-là ce qu'il en émerge. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte que les premières choses qu'on dit quand on recherche l'origine du tarot, là c'est quelque chose en effet très flou et très disparate. C'est-à-dire que pour certains, le tarot est d'origine égyptienne, pour d'autres, elle est d'origine chaldéenne, pour d'autres, elle est d'origine hébraïque. Parce que chez le livre qui est représenté chez les Hébreux, la connaissance c'est la Torah. On fait une analogie Torah-Tarot. Il y en a pour qui c'est les Celtes, il y en a pour qui c'est les Français. Bref, il y a de quoi créer une belle guerre mondiale pour trouver l'origine du tarot. Donc ça, c'est assez fabuleux. Je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez mystique dans le tarot. Et comme à chaque fois qu'on touche à quelque chose de mystique, on a besoin de créer des univers un peu nébuleux. C'est peut-être les extraterrestres qui nous ont apporté cette connaissance. Pourquoi pas, hein? Mais je me suis dit, il faut peut-être essayer aussi d'avoir une vision à la fois ésotérique, donc qui est celle que vous présentez, et puis une vision aussi historique. Alors, en fait, les cartes du tarot, elles sont apparues en Europe, donc les premiers dessins qu'on a découverts, au XIVe siècle. Alors, je vais voir si ça marche. Maintenant, ça marche. J'espère que vous n'êtes pas trop loin, vous allez voir des petites choses. Sinon, on rapproche les chaises, si vous y voyez rien. Et les premiers textes, comme vous le voyez, qui sont apparus, c'est notamment avec ce jeu de cartes qu'on appelle le jeu de Stuttgart, qui est apparu en 1427. Donc, ça, c'est une photo des cartes qui sont encore conservées à ce jour. On paie un peu cher. Mais quand on regarde les personnages, si vous connaissez les personnages du jeu du tarot de Marseille, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui émergent de ça. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça un jeu de tarot, on appelait ces cartes-là des naïvis, puis on les a appelées des triomphes. Et en fait, ces jeux de cartes, progressivement, ont évolué, bien sûr, dans certaines familles, notamment les familles italiennes. Parce que c'est les Italiens qui ont le plus développé les jeux de cartes à partir du 14-15e siècle.
Ici, vous avez le tarot princier des Visconti. Là, on commence à voir apparaître deux personnages avec un ange au-dessus, vous voyez. Deux anges ici avec trois personnages. Donc, on commence à, pour ceux qui connaissent, voir apparaître des lames comme la lame de l'amoureux ou la lame du jugement. Ici, on voit le tarot des Visconti. Alors ça, c'est celui qui, on dit, est le plus abouti, en tout cas un de ceux où les dessins sont les plus bien représentés, notamment au niveau des couleurs. Et ici, on voit un personnage, pour ceux qui connaissent un petit peu, encore une fois, le tarot, qui est le symbole de l'ermite. Celui-là, on voit plutôt le symbole d'un personnage sur un chariot tiré par deux chevaux, c'est le chariot dans le jeu du tarot Marseille. Vous allez avoir ce flou, je peux peut-être tellement. Ouais, je vais éteindre ça pour vous les cartes comme ça. Ou alors peut-être celle-là. Peut-être derrière. Non. Non, C'est la nuit avant. Oui, non. Bon, apparemment, on n'a pas les mêmes. Là, moi, c'est vrai que je vois mieux que tout à l'heure. Et si vous voulez noter, c'est peut-être un peu bien d'avoir un petit peu de lumière. Ok. Puis ensuite, on avance dans le temps. On est toujours au XVe siècle, fin du XVe. On a le tarot de Charles VI, qui porte mal son nom, parce que Charles VI n'a rien à voir avec ce tarot-là. On est toujours dans les tarots en lien avec l'Italie. On est à une période où des tarots se sont développés à la fois en Espagne, à la fois en Allemagne, en Italie. Certains historiens pensent même que c'est Marco Polo qui, après un voyage en Chine, évidemment après son grand voyage en Chine, est revenu avec des cartes qui auraient donné la naissance à tous les jeux de cartes qui vont suivre, dont ceux-là. Un tarot, vous voyez ici notamment le pape qui commence également à apparaître, le pendu qui commence à apparaître. Et là, on commence à se rapprocher, donc on est au milieu du XVIIe, au tarot de Marseille, à ce jour. Il a donc une première version, il a une deuxième version en 1700, et puis arrive le fameux tarot que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que l'ordre des cartes qui est présente, je vais vous présenter ce soir, a changé en fait au cours du XVIIIe siècle. Et ça pose un gros problème quand on lui donne justement des origines ancestrales avec une histoire, une évolution de l'histoire d'un personnage qui est le personnage du battleur, qui va progressivement aller à la rencontre de toutes les autres cartes. Ça pose un gros problème puisqu'à un moment donné, les cartes n'avaient pas le même sens. Donc l'histoire du tarot a évolué au travers également des 5 derniers siècles. Donc tout ça pour dire que ça apporte encore plus de flou à la façon dont on peut voir le tarot aujourd'hui. Donc je trouve intéressant toujours, enfin en tout cas ça a toujours été mon approche, d'avoir à la fois une vision un peu historique et une version un peu plus ésotérique. Parce que dans la version historique que je vous ai présentée, on voit que en fait, finalement c'est assez récent, l'histoire des cartes. Et par la suite, on a plusieurs personnages qui vont apporter une notion mystique à ces fameuses cartes. Notamment le premier, c'est Antoine Court de Guébelin, qui va faire une analogie entre le livre de Thoth, qui est un livre très marqué en Égypte, livre spirituel, et le jeu de tarot. Il va commencer à faire des analogies entre l'enseignement de Thoth, qui est repris chez les Grecs par un personnage qu'on appelle Hermès Trismégis, et par toute la philosophie à la fois de Thoth et d'Hermès. Antoine Court de Guébelin a commencé à faire des analogies en se disant en fait, le tarot, il descend de l'enseignement des Égyptiens. Ensuite, vous avez un deuxième personnage, Jean-Baptiste Taquette, qui s'est dit qu'on pouvait utiliser ces cartes pour faire de la divination.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne les utilisaient pas avant pour la divination, ça veut dire vraiment, et ça, pour que je puisse vous le dire là, c'est que j'ai vraiment vérifié par de nombreuses sources. On parle vraiment de la notion de divination dans le tarot que depuis 250 ans. C'est vraiment important d'en avoir conscience, parce qu'aujourd'hui, je trouve personnellement dans le tarot, il y a une telle puissance dans l'enseignement de ce jeu de cartes que c'est dommage de le réduire à quelque chose de divinatoire. J'ai même envie de dire, ça va être mes mots, hein, mais pour moi, de le laisser dans sa dimension uniquement divinatoire, c'est le travestir. C'est lui enlever vraiment sa marque de noblesse. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est comme si on utilisait quelque chose de pur et de sacré à des fins, des fois, bassement matérielles. Vous voyez ce que je veux dire? En fonction des questions qu'on va poser au tarot. Et puis il y a eu un personnage haut en couleur qui s'appelait Eliphas Lévi, un caractère assez trempé, qui lui, un jour, a eu une révélation, parce qu'il étudiait la Torah, et il s'est rendu compte qu'en fait, les lettres hébraïques et le tarot avaient beaucoup de similitudes. Et de par le fait, ayant moi-même étudié les lettres hébraïques, c'est vrai que c'est quand même assez perturbant de voir l'analogie qu'on peut faire entre la première lettre, par exemple Aleph, et la première lettre du tarot de Bachler, Beis, qui est la deuxième lettre hébraïque avec la Papès, etc., etc. On va dire que 4 fois sur 5, c'est vraiment hyper percutant de faire cette analogie. Et comme d'habitude, histoire de toujours semer du trouble et du flou, il y a des fois ça ne marche pas du tout. Donc on ne peut pas valider à 100% non plus ce phénomène, mais c'est quand même intéressant de relever ça. Ensuite, on a un personnage également très intéressant qui s'appelle Oswald Wills, qui a créé son propre tarot, que je vous conseille vivement. Quand vous voulez essayer de comprendre ce qui est caché dans le tarot de Marseille, la force symbolique du tarot de Marseille, elle a été, je dirais, les messages sacrés ont été cachés ont été cachés au grand public et révélés dans le tarot d'Oswald Wills. Donc il s'appelle le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et il est donc bourré de symboles, notamment quand on verra la carte du pendu. Il montre en fait pourquoi le pendu reste pendu. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis enfin, c'est Papus qui, au début du 19e, a fait en sorte que le tarot de Marseille devienne le jeu universel que l'on va utiliser notamment pour la divination. Et c'est à Marseille, en l'occurrence, que les imprimés marchaient le mieux. Quand le tarot est arrivé en France, il est arrivé par différentes villes, notamment la ville de Lyon, la ville de Marseille et à Paris. Et c'est à Marseille où, à cette époque, il y avait plus de gens qui voulaient jouer et les imprimés marchaient mieux, donc il s'est répandu, c'est lui qui a pris l'ascendant sur les autres. D'où, évidemment, son nom. Donc le tarot de Marseille, comme vous l'avez compris, finalement, n'est pas vraiment né à Marseille, mais il est né un peu partout. Et il s'est développé dans la ville de Marseille. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le tarot de Marseille? C'est 22 lames majeures et c'est 54 cartes mineures. Les cartes mineures, c'est les cartes que l'on retrouve habituellement dans un jeu de cartes. Mais on rajoute une carte supplémentaire qui est la carte du cavalier entre le valet et la dame. Et puis on va retrouver donc des atouts pour ceux qui connaissent le jeu de tarot. Le jeu de tarot, quand on parle du jeu de tarot, avec l'excuse, les atouts, les bouts, etc. Donc ça c'est pareil, c'est né dans les mêmes époques, 15e, 16e siècle. Et donc il a fait un petit peu de concurrence au jeu du tarot de Marseille, sauf qu'à un moment donné, le tarot de Marseille s'est vraiment orienté sur la divination, alors que l'autre s'est vraiment développé sur la notion de loisir. Comme par hasard, il y a énormément d'analogies qu'on peut faire entre ces deux jeux de cartes. Donc dans le tarot, je
du jeu de Marseille, on retrouve 78 cartes, 54 mineurs et 22 majeurs. Quand on apprend le tarot de Marseille, habituellement, on commence par les 22 arcanes majeures. C'est comme des arcanes, donc des atouts dans un autre jeu, qui sont là pour porter, je dirais, la quintessence du tarot. Les autres, les 4 familles habituelles, qu'on appelle les cœurs, les piques, les carreaux et les trèfles, ici elles changent de nom, on les appelle les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Mais c'est toujours le même principe. Ce soir, on va parler principalement uniquement des 22 atouts. Donc des 22, ce qu'on appelle dans le tarot de Marseille des arcanes, des lames. Et je ne vais pas vous en parler pendant 107 ans, puisque là, il faudrait vraiment qu'on prenne beaucoup de temps pour en parler. Donc on va juste les présenter. Et ce que j'aimerais juste que vous compreniez, c'est que dans la présentation de ces cartes-là, il y a vraiment une dimension initiatique dans le tarot. Initiatique, ça veut dire qu'il y a une notion d'initiation. Ça veut dire que chaque carte va apporter une pierre à l'édifice de la construction spirituelle du personnage principal. Ce personnage principal, il apparaît en première position, c'est le battleur. Donc le battleur, c'est un individu qui est souvent décrit comme assez jeune et qui aime jouer. C'est un peu le saltimbanque au Moyen-Âge. Et il a sur sa table, en fait, des outils, ce battleur. Et ces outils, eh ben, c'est des épées, c'est des coupes, c'est des deniers et c'est des bâtons. C'est-à-dire qu'en fait, le battleur, il porte en lui les 4 forces fondamentales qu'on retrouve dans les cartes mineures qui vont représenter les 4 éléments. Donc le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc le battleur, on dit qu'il porte les 4 éléments avec leur notion d'essence. C'est les 4 éléments qui ne sont pas manifestés en réalité. Ils vont se manifester au cours de son trajet. Progressivement, ces éléments vont devenir réels. Au départ, c'est comme de l'énergie pure. C'est comme s'il avait tous ces outils-là, mais il ne sait pas encore s'en servir. Et bien en fait, l'histoire du tarot, c'est que ce battleur va aller rencontrer toutes les 21 autres cartes. Donc 21 autres lames, 21 personnages. Et c'est en allant rencontrer ces personnages qu'il va se découvrir et notamment se développer spirituellement en passant par des moments d'extase et par des moments dramatiques. Ça va jusqu'à présent? Bon. Donc ce battleur, en fait, il va aller rencontrer la papesse. La papesse, c'est la femme qui est sage. C'est la femme qui est paisible, qui est assise, tranquille, qui ne dit rien. Et qui a sur ses genoux un livre. On dit que la papesse a la feuille de route du battleur. On dit que la papesse, elle connaît son chemin de vie. Elle sait le début, le milieu et la fin de l'histoire du battleur. Elle a tout en elle, mais il y a un voile derrière elle. Il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire qu'elle a, on pourrait dire, la papesse, elle a le secret, elle a la connaissance, mais elle ne dit rien. Et elle va juste donner au battleur sa feuille de route. C'est-à-dire qu'il a tout sous les yeux, mais il ne sait pas la lire. Donc il va falloir qu'il aille voir l'impératrice. Alors l'impératrice, elle, c'est l'inverse de la papesse. Autant la papesse ne dit rien, autant l'impératrice, elle parle beaucoup. Elle a beaucoup de choses à lui dire, elle a beaucoup de choses à lui apprendre. Elle a beaucoup de choses, de connaissances à lui apprendre, et des connaissances sur des tas de choses. Donc elle va lui transmettre beaucoup de connaissances, notamment intellectuelles. Et elle va l'orienter, lui donner les outils intellectuels pour lui permettre de décrypter sa carte que la papesse lui a donnée. Et puis ce battleur, il va ensuite aller rencontrer l'empereur. L'empereur, c'est celui qui va être associé à l'impératrice. On dit que ces deux-là forment le couple. Et l'empereur va
poser le cadre, poser les bases de la matière, à donner les bases de la matière à ce battleur pour qu'il puisse avoir des outils réels et concrets afin de pouvoir construire, j'allais dire construire sa maison, construire son chemin. Le battleur, l'empereur, c'est celui qui représente les cadres, les structures, les lois, la force du carré, la force de la matière, c'est le chiffre 4. Donc on est dans une idée vraiment d'incarnation. L'impératrice, elle est dans quelque chose d'assez conceptuel, et l'empereur, il est dans quelque chose de très matériel. C'est pour ça qu'ils se complètent bien les deux. On pourrait dire quelque part, l'impératrice, en plus on a mis une femme à cet endroit-là, elle va parler, elle va avoir plein d'idées. L'autre, il dit rien à côté, et il fait. Peut-être ça vous rappelle des trucs, peut-être pas. On va dire que là, on est dans quelque chose d'assez commun. Voilà. Ensuite, il y a le pape. Le pape, lui, c'est le mari de la papesse. Là, déjà, ça pose un petit souci dans le sens où il n'y a pas de papesse, théoriquement. On peut dire, la papesse, elle sort d'où là? On a déjà vu une papesse? Bon, bah, dans le tarot, c'est toujours intéressant de fonctionner par couple. En l'occurrence, dans les premiers jeux de cartes, on fonctionne par couple. Et la papesse, on dit qu'elle est en retrait. Et vous voyez, en fait, quelque part, elle est assise sur un banc ici. Et on retrouve le même banc ici, sur le bas. Donc ces deux cartes-là, on peut les voir l'une à côté de l'autre. Et quelque part, le pape, il enseigne des vérités spirituelles. C'est-à-dire que autant l'impératrice, elle a enseigné au battleur des lois universelles, autant le pape, il va lui enseigner des lois spirituelles. C'est-à-dire, il va lui dire, mais voilà, ce qu'on va retrouver dans toutes les religions, il va lui donner des lois, comme par exemple les hindous vont parler beaucoup de karma. On peut dire que les lois du karma sont enseignées par le pape. Ce que tu récoltes, ce que tu sèmes, etc. etc. Donc le pape, il le structure dans des notions de code moral pour qu'il puisse avancer avec une notion de vertu. Deviennent vertueux, ce battleur. Et puis ensuite, il va rencontrer l'amoureux. À partir de là, ça commence à se gâter. Parce que là, il rencontre l'amoureux et ce battleur, jusqu'à présent, il a sa feuille de route, il a des connaissances. L'empereur lui a expliqué comment utiliser ses outils pour avancer et pour pouvoir construire tout ce qu'il veut dans sa vie. Le pape, il lui a dit, attention, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi non plus. Il faut respecter un certain rythme, il faut respecter les lois de la nature, il faut respecter les lois de l'univers. Donc, jusqu'à présent, le battleur, il se dit, super, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir y aller. Et là, il rencontre l'amour. Et là, ça fout tout par terre. Toutes les valeurs qu'il a apprises, le pauvre battleur, il est complètement paumé. Il rencontre quelqu'un qui va représenter une forme de morale, qui va lui dire, attention, mon garçon, maîtrise ses instincts, ne fais pas n'importe quoi. Il va rencontrer un autre personnage qui va lui dire, laisse-toi aller. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce pauvre amoureux qui est là, qui est complètement défroqué? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais. Non seulement il est défroqué, et puis en plus il est très bariolé. On sent qu'il est complètement, je dirais, il est hésitant. En tout cas complètement instable. Voilà. Il ne sait pas où donner de la tête. C'est bien beau d'avoir toute cette connaissance spirituelle. C'est bien beau d'avoir passé du temps à méditer, mais là, dans mon couple, dans ma relation affective, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Et je sais que ça ne vous parle pas ce que je vous dis, mais pensez aux autres dehors, les pauvres. Et donc, du coup, il va falloir qu'il trouve une solution. Et l'amoureux vient lui dire la solution. Il lui dit, regarde, au-delà de ces trois personnages, il y a un personnage plus haut là-haut, c'est un ange.
Et l'ange, il te dit, choisis-toi toi-même. Commence par reconnaître tes envies, tes besoins. Commence par t'aimer toi-même. Parce que jusqu'à présent, tu sais qui tu es dans ta sphère intellectuelle, tu connais tes codes moraux. Maintenant, on va parler d'amour et on va parler d'amour de soi. Donc commence par t'aimer toi-même avant de pouvoir dire que tu aimes les autres. C'est le message de l'amour. Donc sorti de là, le battleur, un peu ébranlé, qui commence à connaître l'amour de soi, il arrive avec la connaissance, la matière de l'empereur, l'amour de soi, il a tout pour réussir. On peut dire qu'il atteint un certain stade un premier stade d'éveil, qui est le stade du chariot. Avec sa couronne, c'est la carte du triomphe, c'est la carte de la fierté. Et ce chariot lui dit, regarde, sois fier déjà du chemin que tu as accompli, et regarde, quelque part, tout ce que tu as là t'appartient. Tout ce que tu peux voir, parce que le chariot, il est un petit peu sur une monticule. Mais si on regarde bien la carte du chariot, en fait, il est coupé en deux. Il est présenté avec ses jambes par deux chevaux, qui sont rouges et bleus, et que ces deux chevaux sont complètement antagonistes. C'est-à-dire que la carte du chariot, elle représente une forme de dualité dans la matière, alors que là-haut, là, ça pavane. Donc le chariot, en fait, il est là aussi pour nous expliquer qu'en fait, c'est pas si simple là. C'est pas parce que tu as l'impression que tout t'appartient que c'est la réalité. Parce que tu n'as pas été te confronter pour l'instant au monde. Donc, le batteur va devoir mettre tout ce qu'il a appris au profit de la matière, au profit de l'expérience. Il va falloir qu'il prenne des risques. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme s'il n'a pris aucun grand risque. Juste le risque de tomber amoureux, mais il n'a pas été vraiment se confronter avec le monde. Alors, avec le chariot, on va dire, c'est comme si le chariot, il va lui donner sa voiture. C'est la carte de la voiture, le chariot. Il va lui prêter une voiture, ou un cheval, ce que vous voulez, évidemment, mais ça y est, notre batteur, il va pouvoir partir en balade. Et puis là, il va rencontrer la justice. Pas commode, la justice. Pas par hasard qu'on l'appelle la justice. Et la justice, elle a une balance et une épée. Et on peut dire que là, ça veut dire ce que ça veut dire. Soit tu respectes les lois qu'on t'a enseignées, soit tu prends un coup d'épée sur la tronche. Donc la justice, elle va lui dire, concrètement, va le mettre face à son karma. C'est-à-dire que c'est le chiffre 8, c'est la 8e lame. Donc en numérologie, le 8, c'est tout ce qui est symbole de l'infini et le symbole du karma. C'est-à-dire vraiment, c'est le moment de payer toutes les pensées et éventuellement les actes que tu as commis qui n'étaient pas en loi, en lien avec à la fois ce que t'a dit l'impératrice et à la fois ce que t'a dit le pape. Donc la carte de la justice, la lame de la justice, elle vient vraiment pour enseigner à notre battleur qu'il existe des lois universelles, qu'il existe des lois spirituelles, mais qu'il existe aussi des lois sociales dans lesquelles on évolue tous. On est tous dans un pays avec des super retraites. Tout le monde est heureux. Et ça, c'est parce que la justice nous aide tous les jours. Donc, après cette petite on va dire, eh bien, notre battleur, il commence à vivre une forme de crise intérieure. Parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a des lois universelles, il y a des lois religieuses, ça peut à peu près coller, mais avec les lois sociales, ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc il va rentrer dans une crise intérieure. Il va devoir se retirer avec
l'ermite qui va lui dire c'est important, garçon, maintenant que tu t'intériorises, que tu te coupes un petit peu du monde extérieur, que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu essayes de voir comment est-ce que tout ce qu'on t'a donné jusqu'à présent, tu peux lui donner du sens. Comment est-ce que tu peux accorder à la fois ces lois sociales et ces lois spirituelles? Comment est-ce que tu peux mener à l'intérieur de toi une vie matérielle et une vie spirituelle? Comment tu peux mener une vie de connaissance et une vie affective? Comment tu peux mener une vie matérielle et une vie de couple et une vie de famille? Vous voyez, quand l'ermite arrive, c'est quand on arrive face à... Comme si on avait l'impression qu'on avait un choix à faire entre une vie dans ce travail-là ou dans ce travail-là, ou avec cet homme ou avec cet homme, ou encore une fois, entre une vie spirituelle et une vie affective. Voilà, c'est dans des moments de crise comme ça qu'on a besoin de l'ermite. L'ermite nous aide à nous intérioriser. Donc c'est le moment, quand le battleur rencontre l'ermite, d'aller faire une retraite. Ça peut être des vacances, mais avec l'ermite, on ne se marre pas beaucoup. Donc c'est plutôt le moment de fermer les yeux et de s'intérioriser, de se poser les bonnes questions. Puis sorti de l'ermite, donc sorti de la retraite, on rencontre la roue de fortune. Là c'est intéressant parce que la roue de fortune, c'est pas un personnage dans le tarot, c'est une roue. Et sur cette roue, on voit qu'il y a des espèces d'animaux, on ne sait pas trop ce que c'est que ce truc-là. Il y en a qui disent que c'est des singes, il y en a qui disent que c'est des chiens, il y en a qui disent que c'est des sphinx. Disons qu'en fait, on pourrait dire que c'est la roue du destin. Elle arrive à un moment donné dans la vie de notre battleur, comme pour lui dire, eh bien maintenant ton destin, il y a une partie de ton destin qui est écrite et il y a une partie que tu dois écrire. Et il est important que tu saches à quelle partie du personnage tu appartiens. Est-ce que tu as le sentiment que tout est écrit dans ta vie et que finalement tu as le choix de rien? Est-ce que tu as le sentiment que rien n'est écrit et que c'est toi qui vas tout créer? Ou est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un chemin qui est tracé pour toi, mais que tu as le choix d'être sur ce chemin ou d'être à côté, et que tu as le choix d'être en accord avec ta feuille de route ou pas en accord avec ta feuille de route? Donc la roue de fortune, elle vous met face à la notion de, encore une fois, de destin, de destinée, et de choisir qui tourne la roue. Parce que vous voyez, il n'y a personne qui tourne la roue. Donc est-ce que c'est la vie qui tourne la roue pour vous, ou est-ce que c'est vous qui décidez de tourner la roue pour vous? Là-dessus, évidemment, lorsque notre ami Butler a décidé de faire tourner sa propre roue, il arrive dans la carte de la force. C'est la fin de la première partie, c'est-à-dire c'est la carte, une carte d'accomplissement ou une carte de maîtrise. La force, comme vous le voyez, c'est représenté comme une femme qui ouvre la gueule d'un lion, et gentiment en plus. Et le lion, il se laisse faire. Donc il y a une forme de maîtrise des instincts avec la force. Elle arrive à maîtriser, elle a vaincu ses peurs et elle maîtrise ses instincts. Donc c'est une partie qui arrive vraiment dans une notion d'accomplissement, de la maîtrise de ses instincts, de la maîtrise de ses pulsions, de la maîtrise de ses pulsions affectives et de la maîtrise de ses pensées. C'est bien déjà. C'est vraiment c'est un grand maître d'art martial. Vous voyez, déjà qui maîtrise toutes les énergies qui l'entourent et puis qui gère parfaitement tout ce qui se passe autour de lui. Inébranlable. Il n'y a rien qui peut lui arriver. C'est hyper stable. On pourrait se dire, mais c'est fini. Un manque de peau, non, on n'a fait que la moitié. Et à partir de maintenant, on va rentrer dans un deuxième mouvement, et qui est un mouvement plus, je
je dirais, féminin. Habituellement, on dit que les 11 premières lames sont plutôt masculines et les 11 dernières sont plutôt féminines. Parce qu'à partir de maintenant, il va falloir désapprendre tout ce qui va arriver. On va se dire, ça sert à rien ce truc-là. En fait, ça fait partie du processus. Il va falloir que maintenant, de la carte de la force, il se mette en position du pendule. Donc il commence à regarder la situation de sa vie sous un autre angle. C'est lui qui choisit, par exemple, de rester dans cette position-là. Donc la carte du pendule, c'est une carte d'immobilité et qui va nous permettre de regarder les choses sous un autre angle, de manière différente. Si je reste trop dans cette situation du pendule, ça veut dire que quelque part, je suis bien dans mon immobilité. Par exemple, c'est le moment où je vais toucher le chômage. Puis je suis bien finalement à toucher le chômage. Finalement, c'est bien. On me paye, je suis chez moi, peinard. Puis il y en a qui peuvent malheureusement rester bloqués comme ça, parce qu'il y a forcément un moment donné où l'énergie se fige, quoi. Il n'y a plus de proposition d'avancer dans la vie. Quand on reste bloqué dans le pendu trop longtemps, on peut vraiment vivre une forme d'inertie dans sa vie. Et bien, à un moment donné, le pendu, il va falloir qu'il se décroche pour avancer. Et en fait, le pendu, il a les mains dans le dos. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on cache dans le tarot de Marseille, c'est qu'on dit qu'il a un sac d'or dans les mains. Et ce qui apparaît dans le tarot de Svalbard, justement, c'est que ce sac d'or, il est percé et il y a des pièces qui tombent. Donc on voit autour de sa tête, autour de ses bras ici, des pièces qui tombent. Et en fait, pour qu'il se détache, ce pendu, il faudrait qu'il lâche son sac d'or. Donc il faudrait qu'il lâche quelque chose pour aller enlever son dos. Il faudrait qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Sur l'argent, sur n'importe quoi symboliquement, pour qu'il lâche prise, pour enlever son lien. Ce pendu-là, c'est un petit bijou. Surtout dans notre monde actuel. Et ça veut dire également que pour lâcher prise, il va falloir qu'il fasse un sacrifice, c'est-à-dire qu'il abandonne son sac d'or, qui peut représenter des tas de choses, je pense que vous l'avez cerné. Et là, on retrouve d'ailleurs dans cette lame la notion de... On ne peut pas avoir quelque chose, une connaissance, on ne peut pas avoir un acquis sans avoir fait un sacrifice pour pouvoir l'acquérir. Par exemple, on retrouve ça dans la mythologie nordique, pour ceux qui connaissent, où pour que Odin arrive à avoir la science des runes, il faut qu'il se pende et qu'il offre son œil. L'idée, c'est de dire il faut donner une partie de soi pour pouvoir recevoir un enseignement. Ça ne peut pas se faire comme ça gratuitement. On doit offrir quelque chose. Voilà ce que le pendu nous dit. Puis ensuite, il arrive sur l'arcane sans nom. Pourquoi l'arcane sans nom? Parce que comme vous pouvez voir, elle n'a pas de nom. Donc on la nomme l'arcane sans nom. Cette arcane sans nom, elle est habituellement appelée la mort. Mais si c'était la mort, elle serait à la dernière place du tarot. Donc c'est pas la carte de la mort. En tout cas, c'est pas la carte de la mort physique. Mais c'est une mort symbolique, bien entendu. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, elle a le numéro 13. Ça, c'est aussi assez sympathique. Et la numéro 13, lorsqu'on fait ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est-à-dire en numérologie, vous pouvez additionner quand vous avez un nombre, vous avez deux chiffres, vous pouvez les additionner pour en obtenir plus qu'un. 13, ça fait 3 plus 1 égale 4. Donc on peut se dire que finalement, derrière l'arcane sans nom, on a un empereur. Il y a une analogie à faire entre ces deux cartes-là, ces deux lames. Et donc l'arcane sans nom, elle vient dire, elle coupe des têtes. Vous voyez ?
Elle est décharnée et elle coupe des têtes. Peut-être pas parce que c'est vrai que vous êtes rouge. Mais ici, il y a des têtes, il y a des pieds, il y a des bras, il y a des os. Elle vient nous rappeler notre notion que quel que soit ce qu'on peut se raconter, que quelles que soient les connaissances qu'on peut avoir ou la richesse qu'on peut avoir acquis, on est quand même tous soumis à un moment donné, on est égaux devant la faucheuse. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi marqué dans le tarot, qu'à partir de ce moment-là, quand on passe l'arcane 13, on fait face à notre mortalité. Donc c'est la mortalité, on fait face à la mortalité physique. C'est le moment où vraiment le battleur prend conscience qu'il va mourir. Et que c'est pas la peine qu'il repousse ce moment où qu'il se dise que ça n'arrivera pas. Non, non, l'arcane 13, elle dit non, non, je suis là. Je suis même là tous les jours avec toi. Parce que tu meurs tous les jours un peu plus. Donc c'est pas la peine d'attendre de me rencontrer à la fin de ta vie. Je suis déjà là. La seconde qui vient de passer ne se repassera plus jamais. Donc la 13, elle est toujours en train de nous rappeler qu'est-ce que tu fais de l'instant présent, qu'est-ce que tu fais du temps qui t'est imparti. Comment tu utilises le temps qui t'est imparti à chaque instant de ta vie. Donc vous voyez que les messages à partir du pendule, la 13, c'est un peu plus costaud quand même. On commence à rentrer vraiment dans quelque chose de très déstabilisant. Vraiment, on est dans l'essentiel. Donc quand il sort de là, notre battler, il a pris conscience qu'à un moment donné, il devait mourir. Et que symboliquement, c'était aussi sa personnalité qui devait mourir. Donc son ego. Il a bien conscience qu'à un moment donné, son ego doit se mettre à terre pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. On ne peut plus fanfaronner comme le chariot quand on est avec la 13. On se rend compte qu'à un moment donné, non seulement il va falloir lâcher prise avec le pendule, mais en plus, il va falloir accepter de baisser la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand il ressort de là, il est un peu décontenancé, un peu déprimé. Et il rencontre la tempérance. Et la tempérance, elle vient l'envelopper de ses ailes. C'est un petit peu celle qui va lui panser les plaies. C'est celle qui va lui dire ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donne-toi le temps. La tempérance, c'est un temps dans l'errance. Ça veut dire, prends le temps dans ta vie de faire les choses quand tu dois les faire. Ne cherche pas à aller trop vite. Respecte les lois biologiques de la vie. Par exemple, en ce moment on est en hiver, donc c'est pas le moment d'aller faire, je sais pas, des exercices de musculation pour pouvoir renforcer son corps physique, vu qu'il n'a qu'une envie, c'est de se reposer, le corps physique en hiver. Le corps physique, il a besoin de se coucher tôt pour pouvoir récupérer, parce que dans l'année, il s'est défoncé, donc en hiver, il se repose, il faut qu'il mange peu, simplement, pas à se foutre 2 réveillons dans la tronche, à 1 semaine d'intervalle, et à passer le mois de janvier, je suis fatigué, c'est normal. Normalement, ta tempérance, elle vous dirait, en hiver, mais tu fais ton feu, tu vois, tu prends ton petit livre là, ta petite couverture, ton chat qui ronronne, c'est ça qu'il faut en hiver. La tempérance, elle a toujours des messages de bon sens qui vous donnent une relation au temps différente entre ce que vous vivez dans chaque période de l'année, mais aussi entre le matin, le midi, le soir. Voilà, c'est juste, donne-toi le temps. Quand vous avez passé la tempérance, vous rencontrez un personnage très particulier qui fait peur. On se dit, ça y est, il devient enfin sage, il a compris, il rencontre le diable. C'est incroyable quand même. Donc c'est la tentation du diable. Qu'est-ce que c'est le diable?
Le diable, en fait, il a deux messages. Soit il a un message qu'on appelle exotérique, c'est-à-dire, vous voyez la différence entre exotérique et ésotérique? On attend votre explication. Exotérique, c'est quand vous voyez Dieu à l'extérieur de vous. Ésotérique, c'est quand vous voyez Dieu à l'intérieur de vous. On pourrait dire que les religions sont plutôt exotériques et la spiritualité est plutôt ésotérique. Dans tous les mouvements où on va vous dire que tu es une parcelle du divin, on est dans une notion ésotérique. Alors, avec le diable, il y a ces deux notions. Si on est dans la version du diable, si on ne comprend pas ce que dit le diable, on va devenir... En fait, Dieu, c'est moi. Vous voyez? Je suis Dieu avec le diable. Donc j'ai le pouvoir. Donc il va donner, notamment avec... en fait, ici, on dit qu'il a un glaive ou un cierge, si on regarde bien la carte. Il va donner cette lumière au battleur en lui disant, c'est maintenant je te donne le pouvoir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le battleur qui prend le pouvoir du diable d'un point de vue exotérique, il va se prendre pour Dieu. Ou pour Jupiter. Ou alors, il va se dire, en fait, j'ai une responsabilité. C'est important cette flamme. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, on me donne la puissance de me réaliser et d'œuvrer. Qu'est-ce que je vais faire de cette flamme? C'est comme un espèce de feu que je peux utiliser pour faire des tas de choses. Je commence à sentir que j'ai des pouvoirs, que je vais pouvoir peut-être guérir des gens, que je vais pouvoir guérir la terre, faire des grandes choses sur cette terre, parce que je vais être charismatique, je vais attirer des gens. Les gens charismatiques, c'est le diable. Mais c'est charismatique, dans quel sens? Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, c'est le tentateur, évidemment. Mais c'est intéressant de prendre le message initiatique du tarot, c'est-à-dire, tu refuses le pouvoir, ou tu acceptes le pouvoir, mais tu décides de le mettre au service d'une cause qui n'est pas la tienne, mais qui est une cause pour servir ce que tu crois être juste. Et donc, du coup, quand il arrive dans la carte d'après, avec sa puissance, il arrive dans la maison de Dieu. Et là, il a le pouvoir de réaliser des tas de choses. La maison de Dieu, donc, c'est une grande tour. Et la maison de Dieu, c'est la 16e lame, c'est-à-dire c'est la 4 x 4. Donc on revient encore sur notre notion d'empereur. Donc c'est le lien à la matière, plus. Il va construire des tas de trucs maintenant, il a une énergie de dingue en fait ce batteur. Donc il va bâtir, il y a des tas de projets, il va faire des tas de trucs pour tout le monde, mais peut-être aussi un peu trop pour lui-même. Et là, la carte de la maison de Dieu, la lame de la maison de Dieu, l'attend au tournant. On peut l'interpréter de plein de manières différentes, mais ici vous voyez que la tête a été coupée. Et ici, donc c'est la tour en fait qui est coupée, mais on pourrait dire la tête de la tour qui a été enlevée. On pourrait regarder ici comme s'il y avait une couronne en fait sur cette tour. Et la 16, c'est 6 et 1, 7. Donc c'est le chariot. C'est la carte qui est au-dessus, c'est dans sa vibration, dans sa résonance, c'est au-dessus du chariot. Ça veut dire qu'on est en lien direct entre ces deux-là. Là. On retrouve le chariot qui pavanait. Là, on lui a coupé la tête. C'est-à-dire que c'est comme le moment où, on pourrait dire, c'est l'esprit divin qui va frapper la maison de Dieu si ce qu'il sert, le but de toutes ces constructions n'est pas au service de quelque chose qui est vraiment pour servir sa foi en fait, ce qui va le mettre en
résonance avec sa foi. Donc on pourrait dire que c'est vraiment là la mort de l'ego. À partir de là, toujours pareil, le batteur, il prend conscience que finalement cette quête-là, il l'a entamée pour lui. Il a traversé beaucoup d'épreuves, il s'est renversé, il est tombé, il a pris contact, il a rencontré la mort, il a rencontré la puissance et le diable, et là, il prend conscience qu'il doit mourir. Mais ce n'est pas la fin. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il comprend qu'en fait, toute cette quête-là, elle n'est pas pour lui. Que toute cette quête initiatique qu'il est en train de réaliser, c'est pour servir. Alors, servir quoi? Servir Dieu, servir la terre, servir l'énergie, servir l'amour. Mettez ce que vous voulez derrière ça, mais il y a une notion de foi inébranlable qui ressort de cette maison Dieu. C'est le moment où il prend conscience que finalement tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Il appartient à un plan et qu'il a juste à servir ce plan. Non pas pour se réaliser spirituellement, non pas pour arrêter son karma, non pas pour arriver à devenir un grand sage ou un grand maître, juste pour servir ce pourquoi il a été créé. Là-dessus, il rencontre l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est magnifique. Elle est nue, le long d'un ruisseau, et elle verse de l'eau qui sort de deux cruches, ces deux cruches qui étaient également les cruches de la tempérance, dans l'eau. Et cette étoile, elle lui dit, maintenant, mets-toi nu et laisse-toi guider par les étoiles. C'est-à-dire, c'est plus toi qui décides quoi que ce soit dans ta vie. Tu remets tout encore une fois, au divin, tu donnes tout. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu prends conscience qu'il n'y a rien qui t'appartient. Avec l'étoile, on prend conscience que, comme dirait Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, votre maison n'est pas votre maison, votre conjoint n'est pas votre conjoint. En fait, c'est tout ce que j'ai cru qu'était moi, ou à moi, que je rends. Avec l'étoile, je rends à la terre, je rends au divin, je rends à l'espace. La carte de l'étoile, c'est le moment où on se met nu, où même on rend son corps. Même ce corps ne nous appartient plus. Il est juste un réceptacle pour recevoir une énergie spirituelle. À ce moment-là, il rencontre, après avoir quitté l'étoile, il rencontre la lune. La lune va lui montrer qu'en réalité, à l'intérieur de ce corps physique, il y a des tas de mémoires qui l'illusionnent sur ce qu'il croit être bon pour servir le divin. Et ces mémoires, en fait, elles ont été léguées par les parents, par les grands-parents, par la société. C'est-à-dire que quand il rencontre la lune va le mettre face à toutes ces croyances inconscientes de qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir une bonne vie. C'est quoi être une belle femme? Et ben voilà, il faut que tu t'habilles comme ci, comme ci, comme ça. C'est quoi être gentil? Il faut que tu fasses ça, ça et ça. C'est quoi se réaliser spirituellement? Il faut que tu fasses ça, ça et ça. En fait, tout ça, quand il rencontre la lune, il se rend compte que tout ça, ce sont des illusions. La lune, c'est Maya. Maya, c'est la déesse de l'illusion. Donc c'est au moment où on fait face à nos propres illusions, avec beaucoup de désillusions. Pas toujours très confortable, lorsqu'on rencontre la lune et qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce que l'on croyait, c'était des croyances. Même si on s'est battu pendant des années pour montrer qu'en fait on avait raison, mais en fait c'était juste des croyances. Et peut-être qu'on ne faisait que répondre à un programme mais qui n'était pas vraiment le nôtre. Peut-être qu'on s'organisait pour répondre à un programme qui était celui de nos parents. En décodage biologique, pour ceux qui connaissent un peu ça, on appelle ça le projet sens. Vous savez ce que c'est le projet sens?
Le projet sens, c'est le projet qu'avaient vos parents pour vous, quand ils vous ont conçu. Un peu plus compliqué pour ceux qui sont arrivés de manière un petit peu inopportune. Mais sinon, vos parents avaient un projet pour vous. S'ils vous ont conçu, vous ont même donné un prénom. Même ce prénom, il a un sens. Pourquoi ce prénom-là et pas un autre? Alors, le projet sens, c'est de faire face à la raison pour laquelle j'ai été créé, de manière à voir que c'est mon programme, c'est le programme qu'on m'a légué dans ma génétique, c'est le programme qu'on me demande de réaliser sur Terre, dans une espèce de filiation, mais c'est pas forcément mon programme d'incarnation, c'est pas forcément mon programme de vie en tant qu'individu spirituel sur cette Terre. Il y a peut-être des liens, qui sont complètement à côté. Donc quand on est en face avec la Lune, c'est le moment de faire face à ça. À tout ce que l'on croyait être vrai. Et heureusement après, lorsqu'on est complètement nu et qu'on a lâché toutes nos croyances, tout notre mental, on rencontre le soleil. C'est-à-dire qu'on rencontre la possibilité de réaliser qu'en fait, on appartient à une... Il n'y a pas que nous qui sommes en fait dans cette galère, on pourrait dire quelque part. Il n'y a pas que nous qui sommes en train de traverser toutes ces épreuves pour essayer de mieux vivre. Il y a d'autres personnes, comme des familles d'âmes, ou comme d'autres personnes qui vibrent un peu comme nous. C'est le moment, en fait, avec le soleil, où on rencontre des gens avec qui on est vraiment sur la même fréquence. Et on sent qu'on est comme des frères, comme des sœurs, comme si on appartenait à une même famille. Pas la famille biologique, forcément, mais ça peut arriver, mais voilà, une famille plus spirituelle. Et ce soleil, en fait, quand on le rencontre, c'est le moment où on connecte vraiment notre cœur spirituel. Il a vraiment le symbole du cœur spirituel parce qu'il nous connecte avec notre cœur qui, lorsqu'il donne du sang à nos cellules, il ne fait aucune différence au type de cellules à qui il va envoyer du sang. Il va nourrir autant les cellules du foie que du rein, que du cerveau, que des genoux, autant les cellules malades que les cellules saines. Autant les cellules cancéreuses, même si on pourrait dire quelque part, c'est pas logique de les nourrir, mais le cœur il les nourrit quand même, il ne fait pas de distinction. Le soleil il éclaire tout le monde, il ne fait aucune distinction. C'est le moment où on connecte ça à l'intérieur de nous, donc on connecte vraiment une forme d'unité. Quand on a connecté cette unité et qu'on a rencontré des gens qui vibrent comme nous, on peut basculer sur la carte du jugement. C'est-à-dire qu'on peut aller répandre la bonne nouvelle. Le jugement, c'est vraiment une forme de renaissance. On a quelqu'un qui renaît ici, dans sa dimension spirituelle. Il est appelé par un ange ici. C'est vraiment celui maintenant qui peut se relever en étant droit dans ses bottes et aller vraiment répondre son message, sa vérité, ce pourquoi il a été conçu, ce pourquoi il a été créé. Le jugement, il est vraiment en lien direct, puisque c'est la carte numéro 20. Donc 2 plus 0, ça fait 2, il est en lien avec la papesse. La papesse, elle avait la feuille rose. Le jugement, c'est devenu la feuille de route. Le batteur est devenu sa feuille de route. Et c'est le moment donc où il va prendre ses responsabilités en sachant que tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui qu'il le fait. Il le fait pour vraiment faire avancer les choses et faire en sorte que le service qu'il rend puisse être porteur de sa vérité. Pourquoi on appelle ça le jugement? Parce que c'est quand même... ça a un lien avec la justice. Ça a un lien avec la justice, dans le sens où la justice a un lien avec les lois terrestres, alors que le jugement a un lien avec les lois universelles. Oui. Et le jugement te dirait que le jugement... Oui. Donc quelque part, il ne faut pas trop écouter le juge. Il faut essayer d'écouter quelque chose qui est... Oui. où il n'y a plus qu'à se soumettre, entre guillemets.
la justice qui a un lien avec les lois terrestres. Oui, ah oui. D'accord. La justice, c'est 4 plus 4. Ouais. Et puis ensuite, à la sortie du jugement, on arrive dans le monde. Et là, le monde, c'est la carte de l'accomplissement. On peut dire que c'est vraiment la carte de la réalisation. La personne a atteint on pourrait dire le Graal. Elle est parfaitement équilibrée dans ces 4 éléments qui sont représentés autour d'elle. Donc c'est la carte du battleur qui s'est réalisée dans sa quintessence. Elle incarne dans son corps physique sa feuille de route. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il reste une carte. Vas-y, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la carte, elle n'a pas de numéro. On ne sait jamais où la mettre, cette carte-là. On ne sait pas s'il faut la mettre là, ou s'il faut la mettre là, ou s'il faut la mettre entre chaque carte. Puis il est bizarre, ce gars. Il est complètement démantibulé. Il a un bâton de pèlerin. Il a un chien qui est en train de lui bouffer les fesses. On sent qu'il faut quand même qu'il fasse. Et donc cette carte s'appelle le mat. Dans d'autres tarots, elle s'appelle le fou. Et en fait, c'est le moment complètement incroyable où, lorsqu'on a atteint le bonheur, lorsqu'on a enfin atteint notre objectif, ça suffit encore pas. Ça va toujours pas. Il faut encore faire autre chose. On ne peut pas rester tranquille là, à contempler. Non. On va repartir pour un tour. On va prendre l'essence de notre vécu. On va mettre ça dans notre baluchon. Et on va faire quelque chose d'irraisonnable. Parce que le mat, quand il fait quelque chose, ça peut être complètement hors de raison. C'est au moment où il a tout fait dans sa vie pour atteindre ça, au moment où il l'a, il s'en va. Il a mis 20 ans pour construire sa maison, il l'a fini 6 mois après, il la vend. C'est pas logique. Mais c'est l'histoire de la vie du tarot. Ce qu'elle nous raconte, c'est que finalement, ça s'arrête jamais. Le seul moment où ça s'arrête, c'est quand on meurt. Et encore, c'est le corps physique qui s'arrête. La vie continue. Et notre être spirituel, sûrement, il continue aussi quelque part. Donc on va repartir ici et le battleur, le mat, il va déposer en fait son expérience qu'il a eue dans ces 4 éléments. Il va les déposer sur la table du battleur. On va retrouver ces 4 éléments. Cette fois qu'ils ont une expérience, parce qu'il a déjà fait un tour. Et donc, ce n'est pas les mêmes qu'au début. C'est comme une spirale, vous avez fait le tour, puis vous n'arrivez pas. On n'est pas exactement au même endroit. Je fais juste une analogie pour que vous puissiez saisir ce truc-là. C'est dans quelques jours, on va fêter Noël. Et on peut se dire finalement, ah bah oui, c'est comme l'année dernière, comme c'est comme l'année d'avant, voilà, Noël revient. Noël revient. Et puis en fait, on était, peut-être qu'il y a un an, vous seriez venu là, ou dans un an, vous revenez le 16 décembre à 19h30 faire une conférence, on était déjà là l'année dernière. Parce que la Terre a fait le tour du Soleil en un an. Même on oublie que le Soleil il trace sa route, qu'il va très 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 vite le Soleil. Ce qui fait que le Soleil il avance, et nous on lui tourne autour. Donc on avance en même temps que lui. Et le Soleil et notre galaxie, elle tourne autour d'autres galaxies. Et en réalité, il y a un an, on n'était pas du tout à cet endroit-là dans l'univers. Donc tout bouge tout le temps. C'est ça qui est assez fabuleux de prendre conscience de ça, parce que le tarot, finalement, nous donne des clés pour nous aider au travers de ces différentes quêtes à toujours rester en mouvement. Dès qu'il y a quelque chose qui devient trop immobile, c'est qu'on est resté figé dans l'une de ces étapes de l'initiation. Et que même un grand maître spirituel, au
aussi accompli puisse-t-il être, il ne peut pas se permettre d'être en dehors de ça. Chacun dans son évolution, chacun dans ses vies, on est tous soumis à la même enseigne. Donc c'est ça que nous transmet le tarot. C'est un peu autre chose que de savoir si je vais faire un tirage et savoir si je vais manger des pâtes ou du riz à midi. Ça va un peu plus loin. Et si ce soir j'ai pu au moins vous faire toucher à une vision plus large et plus initiatique du tarot, déjà j'aurais réussi mon coup. Après, pourquoi moi je l'appelle vibratoire? C'est parce que dans ce que je viens de vous raconter, finalement je viens de vous raconter une histoire qui parle de symboles. Et ces symboles, ça donne du sens. Et finalement, on a tous besoin de sens quand on est sur Terre. Tous les matins, quand on se lève, il faut qu'on ait du sens dans notre tête pour se lever. En fait, on cherche du sens tout le temps. On a besoin de sens pour vivre. Et je voulais juste vous montrer un petit schéma pour vous éclairer. Mais il ne faut pas me le donner, mon schéma. Quelqu'un ne faut pas que je le montre, mon schéma. C'est juste pour vous dire qu'une autre façon de pouvoir le décrire, ce sens, c'est que si on repart dans l'infiniment petit d'un être humain ou de n'importe quelle structure vivante dans l'univers, oui, ou même sur Terre, on peut partir d'atomes tous ces atomes vont créer des molécules, ces molécules vont former des cellules, qui vont former des organes, des corps, qui vont appartenir, ces corps, à une biosphère, comme la Terre. Et les archétypes, je vais vous en parler juste après. Et qu'en fait, il existe des sciences qui vont se focaliser sur certaines parties de ces différents niveaux, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, ceux qui s'occupent des atomes, c'est la physique quantique. Ceux qui vont s'occuper des molécules, c'est plutôt les chimistes. Ils vont regarder les échanges des molécules les unes avec les autres. Au niveau des cellules, ça va être les biologistes. Et au niveau des organes, ça va plutôt être les médecins, qui vont essayer de comprendre, bien entendu, comment fonctionnent les organes. Et si on continue d'évoluer, les tribus, ce qu'on appelle les tribus, ça pourrait être également des pays, ou des peuplades, des gens qui vivent ensemble. Ça va plutôt être des ethnologues ou des sociologues. Puis ensuite, on arrive au fait que tous ces tribus vivent sur Terre, et là, c'est plutôt du domaine de l'écologie. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait des religions? Qu'est-ce qu'on fait de la spiritualité? Qu'est-ce qu'on fait de la mythologie? C'est comme si on s'arrête là, on considère qu'on n'a qu'une seule partie de notre cerveau, un hémisphère gauche, qui est capable de rationaliser, de quantifier et de comprendre tout ce qui se passe dans notre vie de manière intellectuelle et rationnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre hémisphère droit? C'est-à-dire, c'est celui qui va être intuitif, c'est celui qui va être imaginatif, c'est celui qui va avoir besoin de rêver, c'est celui qui peut conceptualiser et qui peut écouter une histoire, comme je viens de vous raconter. Et bien, pour pouvoir accéder à ça, il faut un autre domaine, qu'on appelle, ici, moi que j'ai appelé les archétypes. Et dans ces archétypes, pour pouvoir les toucher, on a besoin de donner du sens à cet univers qui est impalpable, qui est invisible. Et on va se servir pour donner du sens de symboles. Et les symboles, on va en trouver partout. Alors, il y a les archétypes de Jung, mais on va en trouver notamment quand vous regardez un symbole que vous utilisez tous les jours, quand vous prenez votre voiture et que vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez. Il n'y a pas marqué « arrête-toi ». Il y a juste une lumière rouge, vous vous arrêtez. C'est un symbole. En fait, on ne fait que répondre à des symboles en permanence. Ça, c'est un symbole physique. Mais il y a plein de symboles, d'autres types de symboles, qui construisent notre vie et qui vont gérer même la totalité de tous ces sous-plans et qui vont donner
le fait que tout ça, ça marche et que ça vive. Et donc, par l'intermédiaire de la tarologie, par l'intermédiaire d'astrologie, de numérologie, c'est l'étude d'un symbole qui va donner du symbolisme, qui va donner du sens, qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre un peu mieux comment on fonctionne. À partir de là, on peut éventuellement soit faire des tirages de cartes en laissant la place au soi-disant hasard de répondre à notre place, soit éventuellement comprendre encore un peu plus comment on fonctionne et utiliser ces outils par rapport à notre symbolisme à nous qui nous définit, c'est-à-dire notre nom, notre prénom et notre date de naissance. Notre date de naissance, c'est un temps, un instant T, mais c'est aussi donc des chiffres qui font référence à, en l'occurrence, de la numérologie, ou qui font référence à de l'astrologie, ou qui font référence à de la tarologie. Il existe depuis quelques années un référentiel de naissance qu'on utilise avec les cartes du tarot. Et il se trouve que depuis que j'utilise ces cartes-là, maintenant j'ai créé mon propre référentiel. Je dirais que c'est pas moi forcément qui l'ai créé, c'est comme quelque chose que j'ai reçu, qui m'a montré une autre façon de regarder le tarot au travers des dates de naissance. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait poser un thème de naissance avec les cartes de tarot. Et ça, c'est assez fabuleux quand on le fait. Et c'est quelque chose qui est encore en construction, et j'espère que ça ne sera jamais terminé. J'espère qu'un jour il y aura un bouquin aussi là-dessus. J'arriverai à trouver le temps pour le faire. Mais je voudrais juste présenter cette chose pour que vous compreniez comment ça peut se construire. Ce qui va définir votre jour de naissance, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, qui va mettre un jour pour tourner sur elle-même. Lorsque la Terre a fait un tour complet, on va changer de jour. Vous voyez ? Donc on est, sur le jour de naissance, on est en lien avec quelque chose qui nous ramène sur Terre. Le jour de naissance, en analogie, prend du sens quand on le symbolise par rapport à notre présence sur Terre. La Terre, en médecine chinoise, c'est l'aspect yin de notre être. Et pour des Amérindiens, ça va être la Pachamama. Pour les Grecs, ça va être Gaïa. Donc, en résumé, c'est la mer. La terre, c'est la mer. Donc, ce jour de naissance, qui représente la rotation de la Terre sur elle-même, nous permet de connecter notre programme en tant qu'énergie yin ou énergie féminine à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui va être né un 3 ou quelqu'un qui va être né un 17 ne va pas exprimer la même énergie féminine ou yin à l'intérieur de lui. Et quand vous prenez le temps de poser votre thème, quand vous connaissez le tarot, vous voyez que ça peut vite vous mettre à poil, en résumé. Ça peut être assez déconcertant quand vous commencez vraiment à prendre le temps de le faire. L'année de naissance, elle est définie par la rotation de la Terre autour du Soleil. Elle met 1 an à faire le tour. Ça définit une année de naissance. Et l'année de naissance, c'est le symbole du Soleil. Dans toutes les religions, le symbole du Soleil, c'est un symbole yang, donc un symbole de père. Donc la façon dont va s'exprimer notre côté masculin va être symbolisée par le Soleil dans notre thème qui est porteur d'un chiffre ou d'une carte de tarot si on la réduit entre 1 et 22. Comme 1963, vous additionnez 1 plus 9 plus 6 plus 3, ça fait 19. Donc, celui qui est né en 1963 porte dans son année de naissance, donc dans son yang, la vibration du Soleil. Et puis la Lune, on va l'associer plutôt au mois. La Lune, c'est un cycle de 28 jours, le mois, c'est entre 28 et 31 jours. On a entre 12 et 13 lunaisons par an. Donc notre aspect lunaire est plutôt donné par le mois. Ça va donner plutôt une consonance à notre personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend de l'astrologie chinoise,
On va vous dire que vous appartenez telle année à un animal particulier, puis si on va un peu plus loin, à un élément particulier de cet animal. Alors que nous, on va considérer, enfin nous, en France, avec l'astrologie, on va considérer que vous avez un signe particulier qui change tous les mois. Ce qui va définir que vous êtes scorpion, que vous êtes bélier ou que vous êtes balance, c'est parce que le soleil va être dans ce signe-là au moment où vous allez naître. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a que 100 ans qu'on définit un individu par la position où est son soleil. Avant, depuis que l'astrologie est née, donc il y a 3500 ans, ou même 4500 ans, on regardait où était la Lune. Et c'est beaucoup plus cohérent. Parce que la Lune se balade à l'intérieur du zodiaque en 28 jours. Alors que le Soleil va mettre 1 an pour faire son tour. Et nos signes sont faux, alors. C'est pas que nos signes sont faux, c'est que ça donne une autre grille de lecture, c'est-à-dire que le Soleil reste au même endroit et que la Lune reste au même endroit. C'est juste qu'on ne leur donne pas la même importance. Jusqu'à présent, on donnait beaucoup d'importance à la Lune et depuis 100 ans au Soleil. Il faudrait juste restituer un peu les choses, redonner sa valeur là où est la Lune et sa valeur là où est le Soleil dans notre Terre. Là, je vous parle d'astrologie. C'est juste pour faire une analogie avec le tarot, où dans votre date de naissance est présent le Soleil, la Lune et la Terre. Donc à l'intérieur de vous est présent le Soleil, la Lune et la Terre qui va s'exprimer au travers d'une lame du tarot. À partir de cette base-là, on peut calculer comment va s'exprimer votre aspect masculin sur Terre, comment va s'exprimer votre côté féminin sur Terre, mais aussi comment vous allez le ressentir, ce côté masculin, ou comment vous allez ressentir ce côté féminin. C'est pas parce que vous vous comportez d'une certaine manière qu'en vous, il se passe la même chose que ce que vous montrez. Je peux montrer quelqu'un qui a l'air pas sûr de soi, alors qu'en finalement, en moi, je sens que je suis assis à l'intérieur de moi. J'arrive pas à le montrer, mais je sens que ça va, je vais pas faire de conneries. Je peux aussi être quelqu'un qui montre qu'il a confiance en lui, qui est tout feu, tout flamme, alors qu'à l'intérieur, je suis comme ça. On peut le trouver, on peut le décoder à partir de ces calculs-là. Les choses que j'ai découvertes qui est encore plus incroyable, c'est qu'on peut regarder ce qu'on appelle en fait le karma. C'est-à-dire que notre programme de départ, en fait, il y a une façon de le calculer pour voir avec quoi on arrive et vers quoi on va. C'est-à-dire, il y en a qui appelleraient ça le karma pour aller vers le dharma, d'où on vient et vers où je suis censé aller. C'est-à-dire, c'est quoi ma feuille de route, c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi la lame qui m'appelle le plus, que je dois incarner, que je dois vivre sur cette terre. Si j'étais totalement au service, comment je me réaliserais? Ça, c'est aussi assez bluffant, mais ça se calcule très bien. Est-ce que le destin qui ont travaillé avec lui? Bonne question. Vous pouvez continuer la conférence à ma place pour répondre à ça. Non, le destin, comme on en a parlé tout à l'heure, je pense que ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de celui qui tourne la roue du destin, comme je disais sur la roue de fortune, ou si on accepte de subir le destin, d'être une victime du destin, ou si on accepte d'être co-créateur de notre destinée. Je vais le prendre sur un autre exemple. Quand les gens viennent me voir en soins, je leur dis toujours la même chose. En astrologie ou en numérologie, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la plupart du temps, 99% du temps, les gens ont tendance à subir leur thème, c'est-à-dire comme s'ils ont le sentiment qu'il y a des forces autour d'elles qui définissent le destin. Et il y en a même donc qui me demandent qu'est-ce qui va leur arriver. C'est quoi ma feuille de route? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Parce que c'est rassurant de savoir ça. Moi, j'en sais
dis toujours qu'il y a 0,9% des gens qui décident de ne plus être en lutte ou en résistance par rapport à ce thème et qui décident de fonctionner avec lui. D'essayer de prendre sa feuille de route, de l'assumer et de ne plus se mettre en victime, mais de se dire ok, je vais donc essayer d'assumer et de prendre mon destin en main en acceptant que je puisse me casser la gueule, en acceptant que parfois je puisse réussir. Et donc je vais devenir un acteur de ma vie. Puis il y a 0,0001% des gens, ce que moi j'appelle des maîtres, qui ont abandonné tout ça, qui sont juste au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux et où l'ego n'intervient plus. C'est ce que je disais sur la fin du tarot, c'est le moment où tout ce qu'on fait, on le fait plus pour nous. Et à ce moment-là, pour moi, la notion de destin n'a plus de sens, puisque il n'y a plus de notion d'identité, il n'y a plus de notion d'individualité. Et c'est ce que je vous souhaite tous, si c'est un parcours qui vous fait. J'ai rencontré très peu de gens dans ma vie qui ont pu, qui en sont là, quoi. Mais je pense que c'est une belle route, c'est un beau chemin. Donc pour ceux qui voudront vivre cette aventure dans mes formations, ce que j'ajoute beaucoup dans cette notion-là, c'est la notion de vibration. C'est-à-dire, comment est-ce que ce symbole me parle à moi? Je vais prendre le temps de ressentir chaque carte. Si je vous mets par exemple une carte comme celle du monde, quand je regarde cette carte, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Quand je regarde cette carte, est-ce qu'elle me met mal à l'aise? Est-ce qu'elle m'apaise? Est-ce qu'elle m'excite? Est-ce qu'elle m'ouvre ou est-ce qu'elle me ferme? Est-ce qu'elle me fait quitter une partie de mon corps ou est-ce qu'elle me fait habiter une partie de mon corps? L'idée de base, c'est de comprendre que ce symbole véhicule de l'énergie, que ce schéma a été dessiné d'une certaine façon et que plus on l'étudie, moins on y voit de hasard. Énormément de choses ont été étudiées à la perfection sur ce dessin, comme sur les autres lames. Et que ce n'est pas un hasard si on a mis ces couleurs à cet endroit-là, si on a dessiné ces petites fleurs dans ce sens-là, si on a mis ces personnages de cette couleur-là, si on a dessiné les barres de ces couleurs-là. Après, on rentre dans tous les détails qu'on étudiera dans le cours. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord de ressentir cette carte, comment elle nous parle, et ensuite d'aller l'étudier. Mais qu'on l'aborde d'une manière uniquement sensitive. Limite, en fait, là, vous en savez déjà trop par rapport à tout ce que j'ai dit. Ceux qui voudront venir, il faudra qu'ils effacent tout ce qu'ils sont. Et ce qui va être intéressant également, c'est de prendre chaque carte l'une après l'autre et de voir comment est-ce qu'elle résonne. En quittant la notion de cette carte elle est bonne, cette carte elle est pas bonne. Comme vous avez compris, je ne vous ai jamais parlé de bonne ou de mauvaise carte. Je vous ai parlé d'un chemin. Il n'y a aucune notion de bon ou pas bon dans ça. C'est l'homme qui rajoute ces notions-là. S'il vous plaît, les 4 éléments qui entourent le monde, est-ce qu'on pourrait les associer aux 4 évangélistes? C'est ce que font la plupart des tarologues qui les associent au feu, aux 4 évangélistes ou aux 4 archanges de la Kabbale. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Oui, que dans cette formation, mon objectif, il est évidemment de vous faire traverser les 22 lames du tarot d'un point de vue sensitif, sensoriel, et ensuite d'un point de vue intellectuel. Et puis, de pouvoir de vous apprendre à dresser votre thème de naissance. Donc en fait, de vous apprendre progressivement à comprendre comment est-ce que ça s'articule et surtout comment ça s'interprète. J'ai fini mon temps. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent des renseignements plus sur la formation, vous venez me voir à la fin. Et sinon, j'ai dépassé un peu ce que j'avais prévu, donc je vous libère. Merci beaucoup. Merci.